Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale, et je vous accueille dans mon univers de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grands Défis et Tout-Petits. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tips numéro 1. Alors merci à mes abonnés Instagram de m'avoir chuchoté ce nom très gentiment. J'aurais dû vous consulter beaucoup plus tôt, là je l'ai fait un petit peu au pied du mur, la deadline étant ce soir. Mais voilà, je vous remercie vraiment. Et qu'est-ce que c'est ce nouveau format d'épisode, les tips. Donc j'ai eu envie de vous partager tout ce que j'ai appris durant mes formations. Tout ce que je comprends aussi de toutes mes lectures. J'ai eu envie aussi de vous donner des outils très simples que vous pouvez mettre en place si vous en avez envie. J'ai envie de vous expliquer certains mécanismes, certaines logiques comportementales qui peuvent avoir lieu. Enfin voilà, c'est toutes ces choses qui peuvent vous aider, qui peuvent vous réconforter, qui peuvent peut-être vous donner d'autres pistes que j'ai envie de vous partager dans ces épisodes tips. Donc, bienvenue. Alors aujourd'hui, ce premier épisode, je l'ai intitulé « J'apprends à être parent ». Mais non, c'est inné. Alors, pourquoi ? Je considère qu'il y a plusieurs catégories de parents. De mon expérience, j'ai côtoyé des gens qui disaient « mais oui, être parent, ça s'apprend, c'est pas inné, c'est comme un métier, ça s'apprend ». Et puis d'autres qui disent bah non, c'est inné, on devient un parent, on n'apprend pas, c'est pas un métier rémunéré, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, on a vécu avec nos parents, donc voilà, on sait aussi devenir parent et on a le droit de se tromper. Alors je dirais par là que ces deux camps, aucun n'a complètement raison et aucun n'a complètement tort. Et je dirais même que moi je distingue trois cas de parents. Il y a les parents qui ont reçu une éducation plutôt bien traitante. Alors pour rappel, moi je ne parle pas de bienveillance, mais plutôt de bien-traitance parce que je considère que on peut être bienveillant tout en donnant une claque ou une fessée, en disant que c'est pour son bien. Voilà, donc je préfère parler de bien-traitance pour vraiment mettre de côté tous ces VO. Du coup, je parlais des premiers cas de parents, donc ceux qui ont reçu une éducation plutôt bien traitante et qui emploient la même chose pour éduquer leurs enfants, donc une éducation plutôt bien traitante, qui arrive bien, qui connaissent quand même des difficultés et qui arrivent à les surmonter sans employer des VO tels que la mise au coin, l'humiliation, la fessée, etc. Donc pour cela, je pense qu'ils se rangeraient plutôt dans le camp mais non, c'est inné. Ensuite, il y a les parents qui ont reçu une éducation plutôt à base de VO et qui veulent reproduire une éducation à base de VO. Donc c'est complètement différent du premier cas, mais bon, je pense que cela se rangerait aussi dans le camp mais non, c'est inné. Et puis, le troisième cas de parents, c'est ceux qui ont reçu une éducation basée sur des VO, mais qui veulent prendre le chemin de l'éducation bien traitante. Et là, la difficulté est très grande. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer en général une vingtaine d'années de sa vie où l'on a baigné dans un principe, une façon de faire, on a acquis des automatismes, des logiques comportementales, des points de vue. Et en devenant parent à son tour, il faut changer tout ça. Parce qu'avec les avancées légales et sociétales, on se rend compte que les VO, c'est pas si instructif que ça en avait l'air. Aujourd'hui, il y a des alternatives beaucoup plus respectueuses de l'enfant et on a envie d'y adhérer. Parce qu'en fait, on veut tous donner le meilleur à nos enfants. Donc là, le challenge, c'est de changer 20 ans de comportement, de réflexes et de points de vue. Et vous l'aurez compris, c'est aussi cette troisième catégorie de parents que je souhaite aider à travers mes accompagnements. Et c'est ceux-là qui se rangent dans la catégorie « J'apprends à devenir parent ».
Au final, en fait, j'ai moi-même été dans cette catégorie. Enfin, plutôt, j'ai migré de la catégorie 2, donc j'ai reçu une éducation à base de VO et je reproduisais une éducation à base de VO. Puis, je suis allée dans la catégorie 3. Donc, je veux maintenant éduquer de façon bien traitante mes enfants. Et toutes les choses qui m'ont aidé, donc à la fois les livres, les formations, les podcasts, tout le temps que j'ai consacré à ça, c'est quand même assez précieux. Je pense pas que toutes les personnes aient ce temps. J'en ai fait ma reconversion aujourd'hui, donc voilà, c'est quand même assez chronophage. Ça demande beaucoup d'investissement. Et les parents qui aujourd'hui travaillent et qui aiment leur travail ne vont peut-être pas avoir ce temps-là, n'ont peut-être pas envie de se reconvertir dans ce domaine-là. Donc c'est aussi pour ça que je me suis reconvertie en tant qu'accompagnatrice parentale. C'est pour proposer à tous ces parents mon aide pour changer, comme j'ai moi-même changé, comme j'ai moi-même cheminé. Alors je me suis formée à la PNL, la programmation neurolinguistique, qui au final va venir aider les parents à changer toutes ces logiques comportementales, tous ces réflexes, à penser autrement, à lever leurs blocages et à changer leurs croyances. Donc au final, c'est très adapté pour les parents qui veulent changer profondément leur façon de penser. Ensuite, avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit récap des différents courants éducatifs. Vous comprendrez pourquoi après. Alors, il y en a énormément, j'ai là repris les trois principaux. Donc il y a la méthode Filiosa, inventée par Isabelle Filiosa, et qui se prône plutôt une éducation empathique et positive, et qui se base sur la compréhension du cerveau de l'enfant pour mieux l'accompagner. Donc après, certains connaissent ma position sur les neurosciences aujourd'hui, et moi je suis plutôt de genre à pas me baser sur une étude faite sur des rats pour l'extrapoler sur des enfants et en tirer des conclusions. Ensuite, il y a la méthode Faber et Maslich. Cette méthode, c'est une approche lucide, sensible et respectueuse de l'enfant. Elle veut mieux accueillir les émotions dites positives et négatives. Il faut que le parent utilise des mots justes. Il y a des alternatives aux punitions et elle est basée sur la psychologie générale des enfants. Donc c'est plutôt intéressant parce que les émotions positives et négatives méritent d'être exprimées. Et puis j'irais même plus loin, je dirais qu'il y a pas d'émotions positives ni négatives, même dans une grosse colère, on peut trouver des aspects positifs, parce qu'au final, on se libère, on souffle, et on se sent mieux après. Donc voilà, moi je dirais juste accueillir les émotions et les laisser s'exprimer. Et enfin, je voulais arriver sur la discipline positive de Jane Nelsen, qui est arrivée tout droit des États-Unis et qui est une approche à la fois ferme et bienveillante. Donc pareil, on essaye de décoder les comportements des enfants, on prend en compte l'état émotionnel du parent, et c'est une approche qui vise à mettre en confiance l'enfant, l'encourager et le responsabiliser. Alors la discipline positive, elle allie à la fois fermeté et bienveillance, et c'est très important parce que si vous oubliez la fermeté, vous tombez dans le laxisme, et si vous oubliez la bienveillance, vous tombez dans l'autoritarisme des parents. Pour ma part, je me suis formée donc à la discipline positive parce que donc il y a à la fois cette notion de fermeté et de bienveillance, et en plus j'ai trouvé que le parent avait une place assez importante, son état émotionnel était pris en compte. Et j'estime que dans une éducation, quand elle est tournée uniquement sur l'enfant, au final on fonce très vite dans un mur. Parce que le parent, c'est un acteur essentiel. Donc il faut agir à la fois sur le comportement de l'enfant et sur le comportement de l'adulte. Dans la discipline positive, j'ai trouvé énormément d'outils et de pistes de recherche de besoins selon les comportements. Ça c'est très important, je reviendrai à la fin de cet épisode là-dessus. Mais
Pour ma part, dans mon expérience personnelle, je suis tombée dans la culpabilisation de la discipline positive. Donc j'en parlais dans l'épisode Inspiration numéro 2. Et j'ai ressenti dans ce courant-là des outils et des explications qui étaient limite dogmatiques. Alors de par mon expérience personnelle, j'arrive à identifier très vite ces propos parfois limites, ces outils parfois limites qui peuvent culpabiliser. Et donc, quand je le propose dans mes accompagnements, quand j'en reviens là, je viens toujours amener cette nuance qui se base au final sur je fais comme je peux et surtout comme j'ai envie. Je prends par exemple l'exemple des compliments et des encouragements. On sait que les compliments, quand on fait des compliments à un enfant, on rattache l'enfant à une référence externe, c'est-à-dire que l'enfant, plus tard en grandissant, va avoir besoin de valider son travail par une source externe. Et quand on fait des encouragements, on rattache l'enfant à une source interne. Donc c'est-à-dire que quand l'enfant grandit plus tard et qu'il a été baigné dans les encouragements, il va être un seul juge de son travail et se dire si ce qu'il a fait lui convient ou pas. Donc forcément, vous allez vous dire « Ah ouais, donc il faut qu'on aille vers les encouragements si on veut autonomiser notre enfant plus tard, le responsabiliser. » C'est là que ça peut vite partir dans un dogme si on ne met pas de nuance. Effectivement, les encouragements ont cette conséquence-là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus complimenter son enfant ou qu'il faut arrêter de le faire. Si vous avez envie de complimenter votre enfant, si vous avez envie de dire waouh, le dessin que t'as fait, je le trouve super joli parce que vous le pensez, bah dites-le. Et si vous le pensez pas, bah ne le dites pas. Mais n'allez pas brider votre comportement, n'allez pas vous limiter sur des compliments parce que vous avez entendu que ça allait le rattacher à une référence externe et que vous avez envie de le rattacher à sa référence interne. Donc moi, je ne vous dirai jamais, il faut arrêter les compliments et il faut les remplacer par des encouragements. Un autre point assez important, c'est que d'une manière générale, tous les courants éducatifs que je vous ai présentés ici, ils ont des points communs. La notion de négociation, de respect de l'enfant en tant qu'être à l'égal de l'adulte. Donc forcément, quand on est dans un métier qui touche la psychologie ou les techniques de communication non violente, il est plus facile d'intégrer ça dans l'éducation de ses enfants. Mais tout de même, l'apprentissage s'est fait à un moment donné. Et pour les autres, pour lesquels l'apprentissage ne s'est pas fait, je pense que on est tous différents, on a tous des facilités à peut-être comprendre la psychologie, d'autres à comprendre les mécanismes, la robotique, tout l'univers scientifique. Il faut l'accepter. Connaître ses limites, c'est aussi une force. Donc aller prendre des cours pour comprendre tout cet aspect-là, cette notion de psychologie, parce que je trouve qu'au final, éduquer aujourd'hui de manière bien traitante, ça touche beaucoup à la psychologie. C'est peut-être des choses qui ne sont pas des facilités chez nous et chez moi-même, moi qui étais ingénieure dans le froid et la clim avant, la psychologie, c'était pas du tout mon point fort. J'aimais bien, je trouvais ça hyper intéressant, mais je n'avais aucune notion. Et aujourd'hui, je vois à quel point c'est hyper complexe, et je trouve ça encore plus intéressant, mais ça apporte tellement dans la vie, dans notre vie personnelle, que voilà, j'en suis comblée. Enfin bon, c'était ma petite parenthèse personnelle, mais voilà, où je voulais en venir, c'est que je pense pas qu'il faille avoir honte d'aller chercher des cours sur de la parentalité, parce que quand on est quelqu'un qui travaille avec des chiffres toute la journée, par exemple un comptable qui n'a pas beaucoup de notions d'expression de besoin chez un tout petit, ça peut pas couler de source. Sur tous ces courants éducatifs, il y a des livres, de la théorie, ce qui peut vous permettre de vous donner toutes les bases. Mais si vous voulez l'appliquer et changer profondément, il faut à un moment donné passer à la pratique. Et je ne parle pas de simplement
pratiquer et appliquer à la maison, mais d'appliquer en groupe via des ateliers. En fait, c'est comme apprendre à nager. On peut lire des livres théoriques, essayer de nager seul dans son coin, mais au bout d'un moment, il faudra l'aide d'un professeur. Et c'est comme ça, à force de pratiquer, qu'on va réussir à acquérir la nage. Eh bien, changer sa manière d'éduquer, changer sa parentalité, c'est pareil. Certains auront peut-être juste besoin de la théorie, mais pour certaines personnes qui ont besoin de pratiquer, qui ont besoin de vivre l'expérience, eh bien elles peuvent se tourner vers les ateliers de parents pour justement appliquer cela et comprendre ce changement qui s'opère dans nos comportements d'adultes. Alors oui, pour toutes ces raisons que j'ai évoquées, j'estime que la parentalité, ça s'apprend. Et de mon côté, je la base sur mon expérience, mes formations et aussi le grand intérêt que je porte à la compréhension des besoins de nos enfants. Alors je parlerai de cette compréhension des besoins qui est un vaste sujet dans le prochain épisode pour vous livrer vraiment ce que j'entends par là, en quoi ça peut nous aider et pourquoi moi je base tous mes accompagnements là-dessus. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur Instagram, me dire plutôt dans quel camp vous êtes, dans quelle catégorie de parents vous êtes, je vous répondrai avec plaisir. Et un dernier message aussi sur les fameux ateliers dont je parlais, les ateliers de parents. Je propose des sessions gratuites pour tester mon offre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous inscrire aux prochaines sessions. Et en retour, je demande simplement une critique constructive de l'expérience passée. Voilà, merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis, n'hésitez pas à le partager. Et un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir. Et c'est utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Merci beaucoup et à très vite.